Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Ce lundi 27, nous fêterons la journée mondiale de la contraception et le lendemain, le 28, la journée mondiale de l'IVG. À cette occasion, on va refaire le tour de cette contraception encore mal comprise, sujette à polémique, à revendication de tous bords. La contraception reste donc un sujet sur lequel il est primordial de communiquer et d'informer. Pilules, stérilets, anneaux, préservatifs, patchs, la contraception, ça concerne tout le monde. C'est plus varié qu'on croit, d'autant que certains tentent encore de la saboter. C'est avec Sylvie Losberg et Julia Stouff que nous allons en parler. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sylvie Losberg, vous êtes directrice études et stratégies du Centre d'action laïque et présidente du Conseil francophone des femmes de Belgique. Et Julia Stouff, je le prononce bien ? Oui. Vous êtes chargée, vous, de recherche sur la coercition reproductive et le sabotage contraceptif. Vous allez nous expliquer de quoi il retourne. Sylvie, on va démarrer avec vous pour reposer les bases pour nos auditeurs de ce qu'est une IVG, une contraception. Avec la commission d'évaluation de la loi IVG, avant de parler contraception, il y avait un questionnaire qui a donné des réponses inattendues et ça a redonné une certaine visibilité sur cette problématique. Pourquoi ? Racontez-nous. Donc la commission d'évaluation de la loi sur l'IVG existe depuis la loi de 1990 et a été mise en place en 91. Et il y a 4 ans, elle a été totalement renouvelée. Et j'ai la chance d'en être la coprésidente, en tout cas la présidente francophone, puisque c'est une commission fédérale. Et dans nos travaux, nous avons souhaité retravailler le formulaire qui est envoyé à cette commission pour savoir combien d'IVG il y a par an, etc. Et dans ce formulaire, il y a toute une série de questions que les accueillants, les médecins, peuvent poser aux femmes qui sont en demande d'IVG. Ce n'est plus obligatoire, alors que c'était le cas avant le changement de la loi en 2018. Et donc, dans ce formulaire, on a intégré des données qui n'étaient pas présentes auparavant. Donc, par exemple, on insiste sur les contextes d'éventuelles violences. On a indiqué, est-ce que vous pensez avoir été victime d'un sabotage contraceptif ? Parce qu'en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont une contraception en Belgique, mais qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui se retrouvent en défaut de contraception à un moment donné et que c'est ça qui provoque des IVG. Donc, on a essayé de comprendre en faisant revenir l'information du terrain. Alors, pour reparler contraception, vous évoquez aussi la charge contraceptive qui pèse toujours, évidemment, sur la femme, bien que certains hommes, au sein des couples jeunes notamment, on essaie de partager, de mutualiser, comme on dit, cette part de nos vies, finalement. Quels sont les enjeux de cette contraception pour la femme tout au long de sa vie ? Mais donc, c'est 40 ans de vie fertile pour une femme qui... Et plus pour un homme. Oui, et un homme, lui, évidemment, c'est beaucoup plus long, puisqu'il n'y a pas de perte de fertilité avant vraiment 70-80 ans éventuellement. Et donc, la charge contraceptive, c'est le fait que les femmes doivent elles-mêmes décider quel type de contraception elles veulent, et c'est une bonne chose puisque c'est une manière d'autonomiser évidemment leur rapport à la planification des naissances, mais il est évident que, et on l'a vu ces dernières années, la contraception hormonale est pour de nombreuses femmes problématique, donc il faut vraiment prendre le temps, lorsqu'une femme demande une contraception, de lui proposer tous les moyens de contraception qui sont disponibles, et il y en a de toutes sortes. Il y en a des hormonaux, des non-hormonaux, il y en a qui sont sous forme de médicaments, d'autres c'est vraiment au moment de l'acte. Vous avez des anneaux vaginaux, des patchs, enfin. Et au fond, le problème, c'est quoi pour les femmes ? C'est que si elles sont dans des relations multiples, elles se protègent et c'est normal parce que, en général, c'est pas l'objectif d'avoir un enfant avec une rencontre, je dirais, de passage. Mais dans une relation stable, c'est très difficile pour les femmes d'obtenir que leur compagnon prenne lui-même ses précautions afin qu'elle ne tombe pas enceinte s'il n'y a pas de désir d'enfant.
Aujourd'hui, il y a quand même une modification de cette perception, vous l'avez dit. Un petit peu de Dans les mentalité jeunes qui couples, évolue. il y a de plus en plus, et même dans des couples plus âgés, il y a des hommes qui décident à un moment donné qu'ils vont faire une vasectomie parce qu'ils ne veulent plus d'enfants, ils ont un âge qui fait que ils n'ont plus envie d'avoir des enfants, ou des hommes qui ne veulent jamais avoir d'enfants. Donc on en parle de plus en plus. Le problème, c'est que ça ne suit pas au niveau de la recherche et au niveau de l'application, au niveau donc sur le des films terrain, c'est encore pharmaceutiques. difficile. C'est très difficile, la contraception masculine. Et donc, ça veut dire que la majorité de la charge, qu'elle soit mentale, c'est-à-dire de devoir soi-même prendre la pilule ou mettre l'anneau ou mettre le gel, etc., c'est les femmes qui sont confrontées à ça. Et financièrement aussi. Et puis alors, il faut aussi aller dans les rendez-vous, etc. Donc, au fond, ça prend du temps. Ça coûte de l'argent et ça prend aussi une place dans l'esprit et le corps des femmes. Et c'est la raison pour laquelle on plaide évidemment pour ce que vous avez annoncé, c'est-à-dire une mutualisation ou une meilleure répartition de ce qu'on appelle la charge contraceptive. Pourquoi est-ce que, puis on fermera cette parenthèse, mais pourquoi est-ce que la science n'a pas autant d'avancées qu'il le faudrait sur cette contraception masculine aujourd'hui ? Moi, je dirais il y a 3 raisons principales. La première, c'est que les femmes sont toujours assignées à maternité. Et que donc ça, on le voit bien dans tous les domaines, on envisage les femmes souvent sous le prisme de la maternité, plus que sous le prisme d'un être autonome à part entière comme un homme. Alors qu'on dit que la Terre est... nous sommes trop d'habitants sous Terre. Oui, paraît-il. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, au fond, dans les études qui ont été menées, et des études avec des hommes qui se sont prêtés notamment à la pilule pour hommes, ils avaient des petits désagréments, comme pour les femmes, des petites migraines, un peu des sauts d'humeur. Exactement comme pour les femmes, vous le dites. Oui, et donc, en fait, ils n'ont pas voulu poursuivre parce qu'ils ont dit, non, en fait, les hommes ne vont jamais accepter d'avoir des effets secondaires. Et troisièmement, c'est qu'au niveau des films pharmaceutiques, ça ne rapporte pas, en fait, les moyens contraceptifs parce que ça ne coûte pas très, très cher à l'achat. Ils n'ont pas une grande marge, je dirais. Ça coûte très cher sur les 40 années de fertilité des femmes. Mais je veux dire, pour les films pharmaceutiques, ça n'a pas beaucoup d'intérêt financier et donc ils n'investissent pas dans la recherche. Vous avez également évoqué la coercition reproductive, qui est encore très tabou. C'est un phénomène dont on parle peu. Et ça veut dire quoi, la coercition reproductive, Sylvie et Julia ? La coercition, ça veut dire la contrainte, et c'est la contrainte à la reproduction ou à la procréation. Donc c'est mieux connu dans le monde anglo-saxon, on a des études, mais Julia va en parler. Et donc pourquoi est-ce qu'on en parle davantage aujourd'hui ? Parce qu'au Conseil des femmes, ça fait 4 ans que je travaille avec les membres de la commission éthique sur ce phénomène qui est méconnu, mais qui a des implications vraiment très importantes sur les grossesses non désirées et donc sur les IVG. Mais je vais laisser Julia en parler, puisque c'est notre chargée de mission qui fait Julia le s'est travail intéressée à cette question, à ces recherches. Alors, Julia, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de recherches dans les pays anglo-saxons ? Pourquoi est-ce qu'ils sont plus en avance que nous sur ce point ? Est-ce que c'est une question de mentalité ? Est-ce qu'on n'y a pas pensé ? Est-ce qu'il y a des freins à ces études-là, à ces recherches ? Donc, pour un peu donner des chiffres avant tout, donc dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, on compte que la prévalence de la coercition reproductive est de 26%. Chez les femmes interrogées. Ce qui est énorme, Sylvie Losberg, 26%. Ce qui est beaucoup. Et elle compte 15% des avortements là-bas. Au Canada, en 2014, une femme sur 10 subissait des violences de coercition reproductive, ce qui fait plus ou moins 126 000 personnes qui subissent cette violence. Et c'est 7 à 20% des IVG là-bas. Alors maintenant, chez nous, c'est un sujet qui est assez tabou. On n'en parle pas. Selon moi, il y a beaucoup de peur des femmes de parler de cette violence. Mais elle se traduit comment, Julia, cette violence ? Alors, donc, cette violence, donc, la coercition reproductive, comme disait Sylvie, donc, c'est une contrainte à la reproduction. Et donc, nous, on se centre surtout aussi sur le sabotage contraceptif, donc, qui vise à mettre une femme enceinte grâce à différentes stratégies sans qu'elle s'en rende compte. Et ces stratégies, ça peut être jeter les pilules ou les remplacer par des placebos, enlever le patch ou l'anneau vaginal pendant l'acte. Ça peut être percer le préservatif pour qu'il se troue pendant l'acte aussi. Et alors, il y a aussi une pratique qui s'appelle le still thing. Et ça, alors, on estime que ça ne vise pas directement à mettre la femme enceinte, mais ça peut arriver, en tout cas, bien sûr, risque de conséquences. Parce que donc c'est une pratique qui vise à enlever le préservatif pendant l'acte, mais sans prévenir la femme qu'on le fait.
Pourquoi certains hommes font-ils ça? Pourquoi est-ce que les femmes témoignent de plus en plus de cette violence? Vous le dites, il faut quand même mettre des mots sur ces actes-là. Oui. Ce sont des violences faites aux femmes. Oui. Alors qu'avant, justement, les hommes disaient oui, mais elle m'a fait un enfant dans le dos. Voilà, c'était la faute de la femme. Or là, c'est l'homme qui. Pourquoi? Pour le stilting, ils parlent du fait que ça leur donne plus de plaisir d'être sans préservatif et donc prennent de nouveau leur propre plaisir en compte sans en parler à la femme. Et alors, pour le sabotage contraceptif qui vise à mettre la femme enceinte, c'est vraiment ça réfère à des comportements de contrôle sur les domaines de vie de la femme. Et l'homme, par exemple, j'ai eu un témoignage d'une femme, son mari voulait vraiment qu'elle tombe enceinte, et donc il a vraiment tout fait pour la mettre enceinte sans lui dire. Et ce n'est que quelques années après qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, son mari sabotait sa pilule. Mais au départ, elle n'était pas consciente de ce phénomène. Elle s'en est rendue compte après nous avoir parlé, après avoir parlé à d'autres femmes aussi qui vivaient exactement la même chose qu'elle. C'est donc pour ça que notre étude vise vraiment à visibiliser cette violence, à en parler, à la combattre. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une vision de nouveau de la société qui veut renfermer la femme dans son foyer, qui veut un peu couper son émancipation? Est-ce qu'on en est là, ou est-ce que les hommes ont envie d'enfants plus que la femme aujourd'hui? Je crois que c'est les deux. Je crois que dans notre société, la femme est quand même encore réduite à un rôle de mère et que la vision des choses a évolué, bien sûr, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont des œillères. Ou même un retour vers ça, vous pensez? Oui, il y a peut-être un retour vers ça, mais je crois que oui, il y a surtout encore cette vision qui reste en fait finalement la norme, le fait que les hommes c'est au travail, les femmes c'est à la maison. C'est caricaturé la manière dont je le dis, mais je crois qu'il y a beaucoup de ça. Et je crois que c'est une violence qui existe depuis longtemps, mais que comme on n'en parle pas, c'est un peu une réaction en chaîne de ne pas en parler. Donc si personne n'en parle, on ne pourra pas la voir. Comment vous avez eu l'idée justement d'ouvrir cet appel à témoignages? On en reparlera avec Sylvie Losberg également. Quel témoignage avez-vous reçu? Pourquoi est-ce que les femmes en parlent après? Est-ce que simplement on leur a donné l'occasion d'en parler et d'y réfléchir? Donc dans notre appel à témoignages, déjà tout se fait de manière de base anonyme, donc je crois que ça pousse les personnes à témoigner. Que de parler de ça à son gynécologue, évidemment. Oui, et puis je crois que le personnel soignant n'est pas assez sensibilisé à cette forme de violence qui est en fait le sabotage contraceptif, c'est censé être une violence invisible vu que les hommes le font en cachette, et donc en parler quand les femmes n'en sont pas vraiment conscientes, en parler à son gynécologue qui lui n'est pas tout à fait au courant de comment ça fonctionne. Tout ça l'un dans l'autre, c'est difficile. Oui, donc en fait c'est vraiment... Bien se dire peut-être c'est pas possible, mon mari ne peut pas me faire une chose pareille. Et ça aussi, quand on est dans une relation engagée avec quelqu'un, on va souvent se dire que non, pourquoi il me ferait ça, pourquoi il me pousserait à être enceinte, on est censé être ensemble, on est censé prendre les décisions ensemble. Mais dans les témoignages que j'ai reçus, j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'il y a eu du sabotage de la pilule, qu'elles sont tombées enceintes, qu'elles ont gardé l'enfant dû à des pressions justement liées à cette grossesse par des menaces verbales, parce qu'on pourrait se dire, aussi. Oui, mais à l'IVG. Non, évidemment, s'il y a eu sabotage contraceptif, il y a de fortes chances que la pression du conjoint, du partenaire, soit forte pour garder l'enfant, évidemment. Oui, et alors, souvent, elles me disent qu'elles s'en sont rendues compte avec le recul, avec le fait d'en parler, justement, comme je vous disais, d'en parler à d'autres femmes. Le sabotage contraceptif, ça peut aussi mener, quand il y a un retrait du préservatif, ça peut aussi mener à des maladies. IST. Des IST. Et les femmes alors ne se rendent pas compte non plus les hommes ne se rendent pas compte, qu'ils peuvent donner des maladies sexuellement transmissibles. Et donc, je crois aussi que on doit sensibiliser le grand public, les hommes et les femmes, sur cette violence, mais les hommes aussi. Vraiment de ces choses, de la contraception, de la maternité. Sylvie Losberg, et puis on reviendra à Julia pour dire quelques exemples concrets de témoignages. Mais ce que Julia rapporte, c'est évidemment très important pour nous de pouvoir confronter la littérature anglo-saxonne et les exemples que nous avons au Canada, aux États-Unis, de ce qui se passe en Belgique et en France. Dans les années 2010, on a eu des explications et on a été sensibilisés à ce phénomène dans la presse féminine en grande partie.
et puis plus rien. Donc ça veut dire qu'en fait, 10 ans plus tard, eh bien, on est toujours dans ce brouillard. Donc l'objectif, c'est quoi? Et Julia l'a bien démontré, c'est à la fois que les femmes puissent comprendre ce qui leur est arrivé. Elles ont gardé leurs enfants ou elles ont fait une IVG, mais c'est quand même de C'est pouvoir traumatisant avoir... de se rendre compte 10 ans après, Bien ou quand sûr, l'enfant donc c'est quand fait même- ses 15 ans, donc je ça a sais pas. un impact énorme aussi Oui. sur la relation avec le compagnon ou le conjoint, mais aussi les professionnels de santé. Donc l'objectif à la fois de l'appel à témoignage, c'est que les femmes puissent dire quelque chose de ce qui leur est arrivé, avec toutes les formes que ça prend, et c'est souvent dans des contextes associés à des violences, mais pas toujours, à d'autres violences, je veux dire d'autres formes de violence. Et puis, les professionnels de la santé, pour qu'ils soient alertés quand ils entendent une femme qui dit quelque chose et que ça fait tilt dans leur Oui, tête. Tiens, ça me rappelle ce qui s'est passé dans telle Ah étude, oui, etc. j'ai déjà Eh entendu bien, cette forme de voilà. discours, en tout cas. Et là, on a vraiment une grande écoute maintenant de la part des professionnels de santé. Il y a eu un mémoire qui est sorti cet été qui démontre que les professionnels de santé ne connaissent absolument pas ce phénomène du sabotage contraceptif. Et donc là, avec la campagne du Conseil des femmes, l'appel à témoignage, et vous pouvez le retrouver sur le site du cffb.be, donc Conseil des femmes francophones de Belgique.be, mais surtout nos réseaux Instagram, Facebook, etc. Et aussi sur le site du CAL d'ailleurs. Et puis, les professionnels que nous sensibilisons avec toute la littérature scientifique que nous avons compilée pour leur donner les informations de base, et aussi la commission d'évaluation qui va permettre de croiser à la fois l'appel à témoignage, ce que renvoient les accueillants quand il y a des IVG qui sont liés à ce type de violence, et puis alors de permettre aussi aux professionnels de santé de se former à cette question, ce qui est indispensable pour nous, parce que comme l'a dit Julia, s'il y a entre 15 et 20% des IVG qui sont liés à du sabotage contraceptif, vous imaginez Oui, un oui, oui, peu oui, oui. En fait, l'autre manière d'envisager la question de l'IVG, évidemment. Julia, dans vos études, vos recherches, vos lectures, je dirais, pourquoi est-ce que... Donc, on l'a compris, dans les pays anglo-saxons, ils ont une avancée sur nous. Les professionnels de la santé là-bas sont plus formés à ça? Ils ont fait le même chemin que vous êtes en train de faire aujourd'hui avec Sylvie et le Conseil des femmes? En tout cas, au Canada, il y a une brochure qui est sortie, qui a été faite par Sylvie Levesque, qui est, je crois, bien formée sur le la sujet. papesse de la question. Elle Oui, travaille c'est ça. depuis 4 ans avec une équipe qui fait le donc même c'est assez type récent de chez eux travail. aussi, tout de même, 4 ans. C'est-à-dire, vous savez, pour monter un projet universitaire, il faut du temps. Oui. Donc je pense qu'à partir des années 2010, ils ont commencé à mettre ce projet en place. Ça fait, je pense, 4 ans qu'elle travaille. Et d'ailleurs, Julia travaille avec le même protocole que le Canada, ce qui nous permettra aussi de faire des comparatifs. Oui, c'est ça. Et donc, ils ont sorti au Canada une brochure destinée aux professionnels qui fait environ 40 pages et qui explique vraiment ce phénomène de coercition tout du long et qui est très, très bien expliqué. Et chez nous, est-ce qu'il y a une demande de professionnels? Est-ce que dans vos contacts avec les médecins, les gynécologues, il y a une demande pour de comprendre mieux ce phénomène? Oui. Ou bien, ce Oui. n'est pas mon rôle, j'ai pas envie. Non, et d'ailleurs, en fait, si vous voulez, le vrai problème, c'est amorcer la levée du tabou. Et donc, on a la chance d'avoir les études américaines et canadiennes, avec même un procès qui a abouti à la condamnation de l'homme qui a... Vous voulez parler en Suisse, par exemple, j'ai vu aussi que pour le still thing dont vous parliez, le retrait du préservatif pendant l'acte, un homme a été condamné à 12 mois de prison, avec sursis pour avoir retiré son préservatif. Donc, oui, parce qu'en fait, on ça fait jurisprudence. on considère que c'est une violence entre partenaires et, comme l'a dit Julia, c'est parfois des grossesses, c'est parfois des maladies sexuellement transmissibles. De toute façon, c'est une fraude intime qui a une conséquence énorme sur la relation. Souvent, les femmes se retrouvent avec... Si elles ont déjà des enfants avec le gars qui a fait ça, qu'est-ce qu'elles font? Enfin, je dirais, elles partent, elles restent. Bon, c'est quand même, je dirais, aussi le signe d'une forme de contrôle et de domination. Donc, on revient à cette notion de domination masculine. Ton corps m'appartient, en fait, et j'en fais ce que je veux. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, certains hommes se targuent, se vantent. vantent Tout à de fait. cet acte de retrait still thing. Tout à Donc, fait. il y a aussi toute une communauté sur les réseaux sociaux qui accuse et d'autres qui vantent ces phénomènes. Alors, ils sont beaucoup plus prolixes, les hommes qui font ça, que les femmes, parce que la difficulté, et Julia peut en parler, la difficulté, c'est d'abord de se rendre compte
du phénomène qu'on a subi, d'accepter que la personne avec qui on avait une vraie relation d'amour, voilà, nous instrumentalise à ce point. Donc il y a une forme de culpabilité après. Et quand il y a des enfants, c'est encore plus compliqué parce que bon, voilà, tout ce que Julia dit, c'est aussi que c'est associé à d'autres types de violences, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Dans vos témoignages? Dans les autres dans les témoignages que j'ai reçus, la plupart du temps, c'est vraiment associé à de la violence verbale, psychologique, qui souvent est pire que de la violence physique, étant donné que c'est aussi un peu une violence invisible qui se fait un peu dans l'intimité de la relation, qui ne se voit pas. Et donc, comme Sylvie disait, les conséquences, en fait, peuvent être très grandes, elles peuvent être personnelles, donc éprouver de la culpabilité, avoir un manque de confiance après en soi dans d'autres relations intimes, mais aussi ça peut avoir des conséquences relationnelles, donc c'est ne plus avoir confiance dans un autre homme ou même dans d'autres personnes on pourrait se dire que d'autres personnes pourraient nous faire subir aussi d'autres violences, pas que de la coercition, mais avec toutes les violences subies, c'est un peu un tout aussi. Et donc c'est pour ça vraiment que le fait d'en parler va aider ces femmes à en parler et à peut-être voir aussi que d'autres personnes qu'elles connaissent vivent la même situation et à les aider par rapport à ça. J'allais vous demander, donc pour le moment, ces appels à témoignage sont anonymes. Est-ce que certaines femmes ont envie de témoigner à visage découvert, avec, voilà, plus en profondeur? Est-ce que vous avez des contacts pour aller plus loin dans cette recherche? Oui, alors j'ai eu des témoignages, donc c'est à visage découvert, mais elles demandent quand même toujours que tout reste bien anonyme. Mais les femmes avec qui j'ai parlé ont vraiment cette envie de dévoiler cette violence et de montrer aux autres femmes qui vivent ça qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler parce qu'elles seront aidées, qu'il y a des gens qui sont là pour les aider. Et donc j'ai eu un témoignage donc, d'une femme qui a mis presque 17 ans à se rendre compte qu'elle subissait ce type de violence, et elle avait beaucoup d'autres violences associées. Quand elle s'en est rendue compte, elle a pris son courage, elle est partie, mais elle a subi après des menaces, encore d'autres violences. Donc ça ne s'est pas arrêté au fait de partir, de quitter son compagnon. Et alors elle s'est rendue compte qu'une amie à elle vivait la même situation qu'elle. Et alors elle fait pression. En fait, elle a un peu retourné la situation. Elle a fait pression sur le compagnon de son amie, qui alors s'est rendu compte qu'elle avait compris. Et alors lui est parti. Et donc, comme c'est une violence de nouveau, je me répète, mais c'est une violence qui est invisible. Ce sont des déclencheurs, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, quand on sait, si l'homme sait qu'on sait, il n'a plus d'intérêt à continuer, étant donné que ça va être dévoilé au grand public. Et donc, c'est vraiment ça qu'on cherche à faire et aussi à montrer à ces femmes qu'elles ne sont pas toutes seules et qu'elles peuvent être aidées. Ces demandes, ces appels à témoignages se perdurent là aujourd'hui, à l'heure où nos auditeurs nous entendent. On peut aller consulter sur le site, rappelez-nous le site internet. cffb.be. cffb.be. Oui. Et là, donc, on répond à un questionnaire. On répond à un questionnaire où on a des données sociodémographiques un peu pour situer, puis on a des questions sur la coercition reproductive et sur les différentes formes qu'elle peut prendre. Et à la fin, on demande, on dit qu'on cherche on cherche des personnes qui veulent bien témoigner à visage découvert. Et alors les femmes inscrivent leur numéro de téléphone ou email, et alors on les recontacte pour faire un entretien avec elles. C'est important, si vous nous entendez, d'aller alimenter ces témoignages et ces questionnaires, n'est-ce pas Sylvie? Oui, c'est important pour soi-même parce que ça permet de délivrer quelque chose, de déposer au fond ce fardeau de cette violence, mais ça sert aux autres femmes, ça sert aux professionnels de la santé, ça sert aux réseaux qui sont là pour aider les femmes dans les plannings, etc. Ça sert aux gynécologues qui peuvent mieux détecter, comme je l'ai dit, parce que quand on entend les témoignages, eh bien, on les retient parce que c'est des histoires vécues. Et donc, quand on entend quelqu'un d'autre qui revient avec quelque chose qu'on a déjà entendu, alors on a la puce à l'oreille et on va aider en ouvrant, au fond, nos oreilles et en ouvrant la porte à « Tiens, madame, est-ce que c'est possible, vous pensez que vous ayez vécu ça ?» Et alors, comme on est déjà informé, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup moins violent pour elle de dire quelque chose de ça, parce qu'elle sait que ça va être compris et qu'elle va pouvoir, au fond, lever ce tabou
qu'elle se met aussi à elle-même. C'est vraiment une violence intime. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Parce que bon, que ce soit une IVG ou une grossesse qu'on a gardée, donc l'enfant qui est toujours là avec nous et qui fait partie de notre vie, c'est une vie de femme qui a été complètement chamboulée par cette fraude contraceptive. Et ça, il faut vraiment prendre la mesure. Donc, on aura des moments où on va parler des résultats des appels à témoignages. Nous avons des rencontres prévues dans les hôpitaux avec les professionnels. On en parle aussi avec les plannings. Et le 18 octobre, au Conseil des femmes, donc à Bruxelles, rue du Méridien, il y aura une présentation déjà des différents éléments qu'on a pu recueillir, mais l'appel à témoignages va continuer et on va le laisser en ligne le temps nécessaire, parce que je crois qu'il faut vraiment du temps pour que ça puisse devenir un sujet où les jeunes et les moins jeunes, parce que c'est pour les jeunes et les moins jeunes... Parce que fondamentalement, Sylvie Losberg et Julia, pour nos sociétés, c'est un énorme retour, un bond en arrière de 60 ans, d'avant la pilule. On s'est quand même battu pour avoir la pilule contraceptive, le préservatif, pour que les grossesses à n'en plus finir de certaines femmes avec 8, 9, 10 enfants au début de ce siècle. Il faut arrêter, quoi. À un moment donné, il faut pouvoir laisser la femme décider de son propre corps. Oui, et c'est ça le problème, et c'est ce que Julia dit, c'est qu'au fond, c'est vraiment du contrôle. C'est du contrôle sur les maternités et la contraception, mais donc ça a aussi un impact sur la vie professionnelle, sur la vie sociale. Et la femme qui a un enfant avec un homme, elle est liée à vie à cet homme, même s'il se sépare après, ça reste le père de l'enfant. Et donc on voit bien que dans ce mot de coercition reproductive qui est un petit peu barbare, je m'en rends compte, c'est un espèce de néologisme, mais ça dit bien ce que ça veut dire, c'est de la contrainte, voilà. Et la contrainte, c'est une violence, on oblige quelqu'un par la force, voilà. Et ici, la force, elle est encore moins identifiable puisqu'elle est frauduleuse et qu'en fait, on ne la voit pas. Voilà. Il reste 2 minutes, Sylvie, Julia. L'importance de l'éducation des plus jeunes, les VRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, dire un mot, dans les écoles, c'est d'autant plus important de former les petites filles et les petits garçons à ce respect mutuel au sein des relations humaines, finalement, de couple ou d'amusement entre jeunes aussi et moins jeunes. Oui, tout à fait. Je crois que sensibiliser, et comme vous dites, sensibiliser aussi les garçons, parce que ça ne concerne pas que les filles, parce que, de nouveau, on revient à l'avant sur la charge contraceptive. Dans un couple, par exemple, la contraception, c'est censé se faire à 2. Et donc, oui, c'est important, selon moi, de sensibiliser les garçons et les filles et de sensibiliser le grand public pour montrer que c'est une violence qui existe et que c'est pas quelque chose comme ça et ça n'arrive qu'aux autres. Parce que c'est peut-être avec ça. Est-ce que c'est dans tous les milieux qu'on trouve ça, Sylvie? Absolument. Dans tous les milieux. Certains qui nous écoutent pourraient se dire dans tous les milieux et à tous âges. Et le vrai problème, c'est au fond la prise de pouvoir sur les femmes. Et comme disait Julia, et vous l'avez bien souligné, l'objectif pour nous, c'est non seulement de visibiliser ce phénomène, mais que enfin les pouvoirs publics généralisent l'éducation sexuelle à l'école à partir de maternelle et primaire. Je veux dire, c'est là que ça commence et on n'y est pas du tout. Et donc là, le Centre d'action laïque et le Conseil des femmes aussi, pour nous, c'est inadmissible que 50 ans après les premières propositions de loi pour la généralisation des phrases, on n'y soit toujours pas. Et donc là, maintenant, je pense que c'est vraiment le moment d'y aller, quoi. Éduquer, on terminera avec ça, quelques secondes. Une expo Erasme, Sylvie. Oui, donc pour le 28 septembre, qui est la journée mondiale du droit à l'avortement, le CAL participe à une exposition sur les vécus de l'IVG et ça se passe à Erasme et toutes les informations sont sur le site du CAL. C'est le 28 septembre, vernissage à 18h. Allez, un petit verre pour fêter tout ça. Merci beaucoup, Julia Stouffs, d'avoir été là. Puis bonne continuation, bonne recherche. Vous viendrez nous faire part de vos études ultérieurement aussi. Merci, Sylvie Losberg. Avec plaisir. Et merci à tous d'avoir choisi de nous écouter. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité, samedi prochain, tout simplement. Bonne soirée à tous. Au revoir.